L'inflation te rend plus pauvre, elle peut également te rendre plus riche. Et oui, ça dépend de quel côté on se situe. Tu vas me dire, écoute Geoffrey, avec l'inflation, on est de plus en plus pauvre. La preuve, mon pouvoir d'achat ne fait que diminuer. C'est vrai que de ce côté-là, l'inflation va grignoter progressivement notre pouvoir d'achat. Mais l'inflation, en tout cas son périmètre, est bien plus large que ça. C'est un petit peu comme une pièce de monnaie. Un côté te rend pauvre, l'autre côté te rendra plus riche. Et puis sur la tranche, c'est l'équilibre. Là, il ne se passe pas grand-chose. Voyons l'autre côté, le côté qui est utilisé par les riches qui se servent de l'inflation pour devenir de plus en plus riches. Et c'est ce qu'on verra ici. Alors oui, j'insiste, l'inflation peut te rendre plus riche. On verra les deux côtés de notre pièce. Le premier côté, comment l'inflation t'appauvrit et comment te protéger contre cela, ou en tout cas protéger tes revenus, ton capital, ton patrimoine. Et on verra également l'autre côté de cette pièce, comment faire pour que l'inflation devienne ta meilleure amie, pour que tu puisses, grâce à elle, gagner un maximum d'argent. Avant de commencer, pense à t'abonner et à partager au maximum cette vidéo. Je te donne des informations sympas et en échange, je te demande de m'aider à me faire connaître et à faire connaître la chaîne. C'est un échange gagnant-gagnant. Et puis, en voyant les partages et en voyant les commentaires, moi, ça m'incite à te donner d'autres infos sympas. Revenons sur l'inflation, comment nous protéger de l'inflation et comment gagner de l'argent avec cette même inflation. Riches, richer, prêt, feu, richer. Commençons par un sommaire rapide. Nous verrons la définition de l'inflation afin d'être sûr qu'on parle tous de la même chose. Ensuite, nous verrons quelles sont les causes de l'inflation, les origines de cette inflation. Car ce qui est compris peut être utilisé à bon escient ou en tout cas utilisé par nous dans nos propres intérêts. Et ensuite, nous verrons 3 points. Le premier point, comment l'inflation nous appauvrit. Le deuxième point, comment stopper cet appauvrissement. Et le troisième point qui sera divisé en 2 parties, comment gagner de l'argent malgré cette inflation. Et le second point, comment se servir de l'inflation pour gagner de l'argent. Allez, c'est parti vers l'autoroute du succès. Sans transition, parlons définition pour être sûr qu'on parle tous bien de la même chose. L'inflation, c'est une hausse durable du niveau général des prix, des biens et des services. À revenu constant, cela se traduit par une baisse de notre pouvoir d'achat. Avec 1 euro, je vais acheter moins de choses, je vais faire moins de choses. De l'autre côté, on a la déflation. Je te donne la définition au cas où car elle est très simple et c'est un terme que tu pourrais entendre. Si l'inflation, c'est la hausse durable des prix, eh bien la déflation, c'est l'inverse, soit la baisse durable du niveau général des prix, des biens et des services. Inflation ou déflation, comment est-ce que l'on suit tout cela ? En France, nous avons l'INSEE, l'Institut national des statistiques, qui est chargé de générer des indices pour suivre l'inflation ou la déflation. On va retrouver par exemple l'indice des prix à la consommation, IPC, ou l'indice des prix à la consommation harmonisée, IPCH. Pour avoir ces indices, l'INSEE va suivre l'évolution des prix de dizaines de milliers de produits, de biens et de services. Elle va les ranger par catégorie et elle va pondérer chacune de ces catégories pour créer un panier qui soit le plus représentatif en termes de quantité et de qualité de ce que consomme la majorité des ménages. À titre d'exemple, en 2024, l'énergie était à 8,3%, la santé 6,2% et le tabac à 1,8%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'un côté, il y a l'inflation et de l'autre côté, il y a l'inflation ressentie. Car finalement, ce gros panier créé par l'INSEE, il représente une moyenne et tu peux sortir de cette moyenne. Imaginons que tu sois en parfaite santé ou que tu ne fumes pas, et bien finalement, l'évolution du prix du tabac, tu ne la ressens pas. D'un autre côté, si par rapport à la moyenne de ce panier, à la moyenne des Français,
tu utilises plus souvent ton véhicule ou tu as plus de dépenses pour chauffer ton logement, eh bien l'inflation ressentie sur le poste de l'énergie, ça va commencer pour toi à piquer. Inflation ou déflation? Qu'est-ce qui va expliquer donc ces fameuses hausses durables ou ces fameuses baisses durables? Quelles sont les causes profondes de ces variations de prix pour les biens, les services, les produits, etc. etc. Eh bien ici, on va voir plusieurs paramètres et notamment 4 paramètres, les uns à la suite des autres. En premier, on a les coûts. Imaginons une entreprise qui produise par exemple la caméra avec laquelle je me filme. Bon, je ne sais pas si ce que je fais avec mes mains, ça rend bien, mais tu as compris qu'on parle de cette caméra et notre entreprise, pour construire cette caméra et les autres, elle a besoin de matières premières. Du plastique, des composés électroniques, de l'énergie, etc., etc. Si le coût de ces matières premières vient à augmenter, notre entreprise elle a deux solutions. La première solution, c'est de réduire sa marge. On laisse tomber celle-là, on va directement à la deuxième solution, c'est de répercuter donc cette augmentation sur le coût de son produit. Autrement dit, la caméra coûtera plus cher. Autre cas de figure, si notre entreprise a besoin d'avoir de la main-d'œuvre pour réaliser, pour concevoir, fabriquer ses produits et que nous sommes dans un pays où il n'y a pas de chômage ou quasiment pas de chômage, telle la situation que l'on peut retrouver en France, dans un pays hypothétique, et bien du coup l'entreprise n'aura pas d'autre choix que d'augmenter les salaires pour attirer les futurs employés à elle. Et du coup, elle a deux solutions. La première, elle n'a qu'une seule solution et cette solution, c'est de répercuter donc cette augmentation sur le coût de notre caméra. En deux, l'évolution des prix à la hausse ou à la baisse peut se faire également en fonction de l'offre et de la demande. Reprenons notre exemple avec notre entreprise qui produit des caméras. Imaginons qu'elle dispose d'une ligne de production et que cette ligne de production permette de produire 1000 caméras par jour. Ça, c'est l'offre. La demande est de 2000 caméras par jour. Ça, c'est la demande qui est 2 fois plus forte que l'offre. Donc du coup, les caméras sur le marché seront rares et ce qui est rare est cher. Notre entreprise, avant de se dire « bon moi je vais mettre une deuxième ligne de production pour passer de 1000 caméras par jour produites à 2000 caméras pour équilibrer l'offre et la demande », eh bien dans un premier temps, elle va regarder si la demande est stable. En effet, construire une ligne de production, ça coûte cher. Ce n'est pas une décision que l'entreprise va prendre à la légère. Du coup, elle va suivre cette demande. Si la demande est juste un engouement, eh bien du coup, l'entreprise ne fera rien. Si la demande est stable, l'entreprise pourra se poser la question de cette deuxième ligne de production. Si elle se dit « ok, je vais le faire », eh bien elle va budgéter cette ligne de production et puis progressivement, on va mettre en place cette ligne de production. Mais du coup, il va se passer énormément de temps entre le moment où on va regarder, suivre la demande et le moment où cette seconde ligne de production sera sur place en train de créer ses premières caméras. Et en attendant, la caméra vaudra très cher car elle sera rare sur le marché. Et ça marche pour tous les produits, les biens et tous les services. En 3, nous avons la monnaie et les fameux taux de change. Revenons sur notre entreprise. Notre entreprise, pour faire ses caméras, elle a besoin de composants électroniques, donc de matières premières, telles que par exemple du silicium, de l'acide ou encore de l'étain. Oui, généralement, technologie et mots très sympathiques, eh bien, ça va pas forcément ensemble. Après, je ne t'ai pas donné les pires, je ne parlerai pas notamment de l'arsenic ou encore de l'antimoine. Bon, je viens de le faire, mais si tu n'es pas moine, ça devrait bien se passer. Revenons donc sur notre entreprise et ses matières premières qui ne se situent peut-être pas dans le pays où produit notre entreprise. Donc elle va devoir importer ces matières premières. Prenons le cas de l'antimoine puisque maintenant le mot a été lâché.
À une époque, pour avoir 1 tonne ou 1000 kg d'antimoine, ça valait 32 500 $. Si on est dans une configuration où 1 euro vaut 1,6 $, eh bien cette tonne d'antimoine vaut plus ou moins 20 000 €. Si on est dans une configuration où 1 euro vaut 1,2 $, eh bien cette tonne d'antimoine vaut cette fois-ci 27 000 €, soit une différence de 7 000 €. Et puis tu l'as compris, notre entreprise elle a deux solutions. La première solution, c'est de réduire ses... On passe directement à la deuxième solution, c'est de répercuter les augmentations sur le coût de son produit, de son bien ou de son service. Merci les taux de change. En 4, nous avons la création de monnaie. On vient de parler des taux de change, c'est-à-dire un rapport de force entre les monnaies. Donc on est dans cette même thématique et qu'est-ce qui peut à un moment donné faire fluctuer nos monnaies à la hausse ou à la baisse? Eh bien la création de monnaie, ce qu'on va appeler donc la planche à billets, faire tourner la planche à billets. Pour un même niveau de richesse, si j'imprime de plus en plus de billets qui se réfèrent à ce niveau de richesse, eh bien chaque billet vaudra de moins en moins cher. Prenons un exemple tout simple, je dispose de 100 € et je décide, donc avec cette richesse, de créer 10 billets. 100 € divisé par 10, eh bien chaque billet vaudra 10 €. Jusque-là, on est pas mal. Avec ce même niveau de richesse, 100 €, je veux cette fois-ci avoir un total de billets équivalent à 100, donc je vais créer 90 billets de plus. 100 € divisé par 100 billets, cette fois-ci, chaque billet ne vaut plus qu'1 € puisqu'il se réfère toujours à la même richesse. Oui, je sais, tu vas me dire c'est simplifié à l'extrême, mais ce qui est simple se comprend facilement et dans le cadre de cette vidéo, on n'a pas besoin d'aller plus loin. Maintenant que l'on a vu les causes de l'inflation, voyons l'impact de l'inflation. L'inflation, est-ce que c'est gênant? Eh bien, il y a différents courants de pensée. Certains courants de pensée disent que finalement une inflation galopante, c'est pas forcément gênant. D'autres courants de pensée disent qu'il faut maintenir l'inflation entre certains seuils. Est-ce qu'il y a une bonne ou une mauvaise réponse? Eh bien, pas forcément. C'est plutôt une réponse qui doit être adaptée en fonction de la situation. Par exemple, pendant les 30 Glorieuses, c'est-à-dire après la guerre et pendant les 30 années qui ont suivi, l'inflation montait d'année après année. Est-ce que c'était gênant? Eh bien, pas forcément puisque le niveau de richesse par habitant, lui aussi, augmentait d'année après année. Ce qui fait que, par exemple, si je reprends le prix de ma caméra, le prix de ma caméra augmente et de l'autre côté, mon employeur peut m'augmenter également puisque l'argent coule à flot. Donc finalement, le prix de ma caméra, je m'en fous un petit peu puisque mon pouvoir d'achat, lui, ne diminue pas. Ce qui devient gênant, c'est quand l'inflation continue alors que le niveau de production de richesse commence à stagner, voire à diminuer. Pourquoi c'est gênant? Puisque le prix de ma caméra, lui, va continuer à augmenter, mais mon employeur, lui, ne va pas revaloriser mon salaire. Donc je vais sentir cette baisse de pouvoir d'achat. On va prendre un exemple sur cette inflation et cet impact qui touche les salaires les plus faibles ou les revenus les plus faibles. Imaginons un loyer de 500 € et deux cas de figure. Dans un cas, on touche 1 200 € en revenus. Dans l'autre cas, on touche 3 000 € en revenus. Eh bien, ce loyer, il va représenter 42 % ou 17 % en fonction du cas de figure auquel on se situe. Imaginons que les revenus restent fixes et que le loyer continue à augmenter et qu'il arrive petit à petit à 700 €. Eh bien, d'un côté, je vais monter de 17 points, de l'autre côté, je ne monte que de 7 points seulement. Ce qui veut dire que pour les plus faibles revenus, eh bien, c'est compliqué de pouvoir s'adapter face à une inflation qui monte avec un revenu qui est fixe. Et là, sans nous en rendre compte, on vient de voir la face qui nous appauvrit. Maintenant qu'on a vu cela, la phase qui nous appauvrit, on ne va pas passer directement à la phase qui nous enrichit, mais plutôt sur cette zone de neutralité pour voir comment stopper cet appauvrissement. Pour ne pas perdre d'argent et être à l'équilibre, c'est assez simple, il suffit de rivaliser avec l'inflation. Si l'inflation est de 2 %, il faut que mes revenus soient revalorisés à hauteur de 2 %. Pour ça, ça marche, mais qu'en est-il de l'argent qui a déjà été gagné? Eh bien, lui aussi, il doit me rapporter 2 %. Ce qui n'est pas le cas si tu as mis par exemple ton argent sous un matelas ou sur un livret A.
Pourquoi je te parle du livret A? Car le job du livret A ou des livrets similaires, c'est de te protéger contre l'inflation. Bon, rassure-toi ou pas, on ne fait pas ça pour toi. L'argent qui est déposé sur les livrets sert à financer des projets de plus grande ampleur tels que le logement social. Donc on va t'inciter à déposer de l'argent et surtout à laisser cet argent sur les livrets, d'où cette fameuse rémunération des livrets. Après, on va financer avec ça des projets qui sont plus ou moins sympathiques et plus ou moins opaques. Ou plus ou moins clairs. Ça dépend toujours de quel côté on se situe et comment on regarde les choses. Mais bon, revenons sur notre livret. Est-ce que c'est un deal gagnant-gagnant? Eh bien, tu as la réponse qui s'affiche à l'écran. Bon, je te donne une petite information, mais tu l'as déjà compris. En rouge, c'est l'inflation. Et quand tu vois les montants, l'inflation a mis un chaos technique au livret A. Dit autrement, tu as perdu de l'argent. Les calculs ont été faits sur un livret A qui est au plafond, c'est-à-dire 22 950 €. Pour ne pas perdre d'argent avec ce genre de livret, il faut que le taux du livret colle à minima à l'inflation, ce qui n'est pas toujours le cas, comme on vient de le voir précédemment. Voyons désormais comment mettre un chaos technique à l'inflation ou de faire de l'inflation notre meilleur ami. Commençons par le chaos technique. Eh bien pour cela, c'est très simple, il suffit d'avoir une performance qui soit bien au-dessus de ce que fait l'inflation. Pour avoir ce genre de performance et ce genre d'informations, tu trouveras en description un bloc qui s'appelle chaos technique. Et ce bloc te permettra de protéger ton capital et de faire prospérer ce même capital. Mais bon, pour ça, eh bien, il faut suivre les liens. Passons désormais sur l'inflation qui sera ta meilleure amie. Et oui, je te l'ai dit, au niveau de la pièce, inflation, c'est toi qui... Ah non, c'est bon. Désolé. Hein. Bah oui, car cette fois-ci, l'inflation nous rend riches, donc c'est notre amie, et elle va me laisser ma pièce et elle va même m'en donner d'autres. Et pour parler de tout ça, je vais parler de la dette, une dette qui va nous permettre de nous enrichir. Une dette qui rend riche? Eh bien oui, ça existe, mais ça dépend du type de dette et de ce qu'on va faire de cette dette. Donc on verra ça en deux étapes. Prêt pour les deux étapes? C'est parti! Pour notre première étape, on va se focaliser sur la dette elle-même. Quand je vais emprunter de l'argent, je vais devoir rendre cet argent et également donc payer des intérêts, le fameux taux d'intérêt. Si j'ai fait un emprunt à taux fixe, par exemple pour acheter un appartement, un studio que je compte mettre en location, donc bref, un bien immobilier, on va dire que je dois rendre 600 € par mois, ça va me donner 7200 € à l'année pour par exemple une durée de 20 années. Ça veut dire que chaque année, durant 20 ans, je vais devoir rendre 7200 €. Si mes revenus sont de 20 000 € par an, la première année, eh bien ce remboursement, c'est 36% de mes revenus. Imaginons aussi que mes revenus soient indexés sur l'inflation. Pour ça, je vais reprendre le tableau que j'avais pris en exemple pour le livret A et au lieu de placer donc les sommes du livret A, on va voir donc l'évolution de nos revenus qui sont donc indexés en fonction de l'inflation. Et on voit que nos revenus augmentent d'année après année, ce qui est tout à fait logique. En revanche, les 7200 € restent fixes et la part de ces 7200 € par rapport à nos revenus ne fait que diminuer d'année après année. Et là, on est simplement sur 4 années. Le prêt est dans notre exemple sur 20 ans. Imagine ce qui va se passer progressivement au fur et à mesure. L'argent que j'emprunte, il perd de la valeur, ça me coûte de moins en moins. Du coup ici, l'inflation est notre meilleur ami. Passons à la deuxième étape, deuxième partie, et on va voir que l'inflation peut être encore un peu plus ton ami. On a vu qu'on avait fait un emprunt pour pouvoir acheter un bien. Imaginons que l'on mette ce bien en location, par exemple avec un loyer de 500 € par mois. 500 € par mois, ça nous donne 6 000 € par an. Bon, ce qui est bien, c'est que finalement, ces loyers peuvent être également indexés et suivre plus ou moins bien l'inflation.
Tu retrouves le tableau. Je n'ai pas suivi à 100% l'inflation. Pourquoi? Car finalement, indexer les loyers, il y a aussi quelques obligations réglementaires dont des plafonds qui permettent de protéger les locataires. Là, j'ai pris un plafond qui existait à l'époque, 3,5%, et je l'ai dupliqué sur l'ensemble des lignes. Dans la réalité, il faudra chaque année que tu te renseignes sur les évolutions réglementaires pour savoir ce que tu peux faire à ce niveau-là. Bref, tu te rends compte que notre loyer de 500 € par mois ou de 6 000 € par an, s'il est indexé, il va augmenter progressivement. Alors que finalement, les 7 200 € que tu dois rembourser, eux, sont toujours fixes. Tu te rends compte que si on prolonge un petit peu notre tableau, à un moment donné, les loyers vont venir équilibrer donc ce que tu dois rendre, voire même dépasser ce que tu dois rendre. L'inflation est ta meilleure amie, car au niveau des revenus, on a vu que la somme empruntée pèse de moins en moins par rapport aux revenus. Au niveau des loyers, la somme empruntée pèse également de moins en moins et on voit que les loyers à un moment donné vont venir dépasser donc ce que tu dois rendre. Et puis un point dont on ne parle pas, c'est la valeur de ton bien immobilier qui lui va aussi être influencé par l'inflation et dont la valeur va augmenter. J'ai fait une vidéo spéciale et très large sur l'immobilier. Tu as le lien en description où ça apparaît avec un QR code à l'écran. Cette vidéo, elle parle de tout ce qu'il est possible de faire en matière d'immobilier. Du coup, elle va rediriger sur des vidéos spécifiques en fonction des sujets et des thèmes que tu souhaites développer. D'une manière générale, je te demande à nouveau de t'abonner, de partager un maximum l'information pour faire connaître la chaîne et pour me motiver à te donner encore plus d'informations. Au niveau de l'immobilier, que ce soit dans cette vidéo ou dans les vidéos en lien avec l'immobilier, si tu souhaites que je rédige, que je fasse un guide à ce sujet, eh bien tu commentes guide et tu peux même mettre tes questions. S'il y a suffisamment de commentaires, de partages et également d'abonnements, ce fameux guide, si je le vois d'une manière générale suffisamment apparaître, eh bien je ferai ce fameux guide et à l'intérieur de ce guide, je répondrai à toutes les questions que j'aurai lues. Voilà, au niveau de l'inflation, on a fait le tour et tu es à présent apte à te défendre contre l'inflation et à surperformer l'inflation ou à faire de l'inflation ta meilleure amie pour gagner de l'argent. Tu disposes à présent de toutes les informations et puisque tu as toutes les informations, eh bien maintenant, c'est à toi de jouer.